Je leur disais merci d'être venus comme ça nombreux, ça fait vraiment plaisir. Une semaine de la sortie, toujours un moment bien angoissant quand même. On se demande à quelle sauce on va être mangé, si le film va donner envie. C'est un drôle de moment, parce que vous savez, pour un réalisateur, une réalisatrice, un film c'est quand même grand minimum 3 ans de sa vie, plutôt 4. Là, je découvre le roman dont le film est adapté, Changer le sens des rivières en 2019, commence à travailler le scénario, et vous voyez, le film sort en 2023, donc c'est 4 ans quand même pour faire un film. Écrire le scénario, entre 1 an et 1 an et demi, ensuite trouver l'argent, c'est souvent long, et puis ensuite, voilà, réunir des acteurs, jusqu'à un tournage, c'est un petit budget, là, qui d'habitude pour faire un film d'une heure et demie, il faut plutôt 7 semaines, 35 jours, voire 8 semaines, 40 jours, mais là, voilà, petit budget oblige, c'était 30 jours de tournage, 6 semaines de tournage. Mais à la base, donc il y a un roman, peut-être certains d'entre vous l'ont lu, Changer le sens des rivières de Muriel Magellan, paru en 2019, et il ressort là, donc avec, vous savez, comme ils font avec l'affiche du film sur la couverture. Et ça m'a touché cette histoire, et ces personnages, on va en discuter, mais moi c'était cette thématique qui me rappelait des choses de mon adolescence même. Quand on a des rêves, mais en même temps, on vous dit autour de vous, oh, oublie, moi c'était la passion du cinéma. À 14-15 ans, je disais à mes parents, je veux faire des films, je veux être réalisateur. Et c'est vrai qu'ils étaient inquiets, ce qui est normal pour des parents, quand on parle d'un milieu qu'on ne connaît pas du tout. Et mon père, plus qu'inquiet, était très pessimiste sur les possibilités de mouvement dans la société. Il disait, mais oublie, c'est pas possible quand on vient d'un milieu modeste comme le nôtre. Il faut oublier, le cinéma, il faut être d'un milieu riche, il faut avoir du piston, c'est que des fils d'eux et des filles d'eux, donc un vrai désespoir social qui est un peu le père. Vous voyez, j'ai retrouvé les choses de mon père dans le père de Marie. Et puis heureusement, je me suis opposé un peu à ça quand même. Ma passion du cinéma était plus forte. D'ailleurs, mon père était tout fier après, quand il venait voir les films, même s'il était toujours très inquiet. Quand les films ne marchaient pas, il disait, tu vois, de toute façon, les dés sont pipés. Petite parano aussi. Donc voilà, ça m'a touché, le thème de la rencontre. Je crois qu'on a besoin dans la vie d'une rencontre. Moi, c'est vrai que je n'avais pas lu, je n'arrivais pas à lire jusqu'à peu près en 5e, c'est tard quand même, 12-13 ans. Impossible c'était une tannée de lire pour moi. Et la grâce d'une rencontre avec un professeur de français, moi je suis de Lyon, lycée Jean Perrin, et monsieur Canard, je m'en souviendrai toujours, monsieur bien rougeau, bien barbu, qui ne buvait pas que de la vitelle, et qui savait lire admirablement sur l'estrade et m'a donné le goût de la lecture. Je suis vraiment redevable. Je crois que c'est important dans la vie, quelqu'un qui me dit, c'est pas une tannée de lire Émile Zola, Victor Hugo, voir un film de Truffaut, ça peut t'apporter quelque chose, ça peut te cueillir, te consoler, et je lui suis très redevable à ce monsieur Canard. Donc vous voyez, la rencontre, le déterminisme social, c'était les thèmes qui me plaisaient. Mais dites alors vous, il y a des micros qui vont se balader. Moi j'avais une question, comment est venu le choix des acteurs? Oui, qui est essentiel, et c'est vrai qu'alors si d'aventure vous lisez le livre, vous verrez que les descriptions que fait la romancière, même de Marie, elle s'appelle Marie dans le livre, pas Marie-Line. Et déjà, il faut dire que Muriel Magellan, je lui ai proposé d'adapter son propre roman, elle n'a pas voulu. Elle est scénariste aussi, sur certains de mes films, elle sait trop ce qu'on inflige au roman. On change des choses, c'est obligé, on les respecte, on respecte le message, mais on change des choses, on ne fait pas 250 pages en 1 heure et demie. Elle, la romancière, elle peut décrire ce qu'il y a dans la tête du personnage. Marie pense que ceci, cela, elle décrit. Au cinéma, vous êtes dans le comportement. Il faut trouver les équivalences dans les gestes, dans les situations. Donc c'est une excellente scénariste dialoguiste. J'espère que ça vous a amusé. C'est pas ça, un peu vacharde entre les deux personnages, mais c'est cette Marion Michaud qui a beaucoup d'humour. Et c'est en écrivant le scénario, un jour, je lui ai dit, mais pour moi, une évidence, ça s'est imposé, c'est Loane. Ça, c'est à l'écriture du scénario, et donc ça nous a bien guidés de penser à elle, et d'imaginer le rôle pour elle. C'est vraiment écrit pour elle, que je ne connaissais pas, sauf de la famille Veillée, et puis comme chanteuse, j'aimais bien comme chanteuse, mais surtout ce qu'elle racontait de sa vie me semblait proche du personnage, quand même. Beaucoup de tuiles quand même quand elle était enfant, ayant beaucoup souffert dans sa scolarité de l'hyperactivité, vous savez, le trouble de l'attention, et qui a fait qu'on se moquait d'elle à l'école, incapable de se concentrer sur quoi que ce soit. Toujours maintenant, elle n'arrive pas à voir les films en entier, c'est quand même un truc, l'hyperactivité. Ensuite, c'est le deuil des parents à l'âge de 15 ans, quand même, le père d'abord, un an après sa mère. Donc des grosses tuiles
qui lui arrive, et en même temps, c'est quand même une fille voilà, très positive, enfin, avec une pulsion de vie, et qui avance tout le temps. Hein. Donc ce mélange quand même de gros coups durs, et puis en même temps, cette confiance dans la vie, et puis elle aussi, une rencontre, une tante qui lui a dit, tu as un talent. C'est toujours ça dans la vie. Il faut que quelqu'un vous dise, j'ai confiance en toi, tu as un talent, tu n'es pas bête. Et là, c'est cette tante qui a vu qu'elle avait ce talent de chanteuse. Donc c'était elle. Et Michel Blanc. Michel Blanc, c'est bien. Alors un peu plus tard, pour dire la vérité, au début, donc, vous lisez le roman, c'est pareil, le personnage est décrit comme très corpulent, et j'avais pensé quand même à Gérard Depardieu, pour dire la vérité, hein, avec lequel j'avais fait L'Homme qui rit, il y a plus de 10 ans, et j'avais bien envie de le retrouver. Et puis en écrivant, ça collait moins. Surtout du moment où j'ai passé à Loane, je trouvais que les deux, finalement, ça faisait presque pléonasme, en fait. Et après, c'est des questions pratiques aussi. Je me dis, Depardieu dans la Twingo, il va gueuler tout le temps, on ne va pas arriver. C'est vrai, je le connais quand même, on ne va pas arriver à le sortir. C'est bête, mais c'est concret aussi. Et puis petit à petit, vous voyez, j'ai pensé à Neil Saristrup, ça aurait été possible, mais très sérieux quand même. Presque un peu inquiétant quand même. Hein. Et moi, j'aime toujours quand même quand il y a de l'humour. Et après, j'ai pensé à Patrick Chenet, et puis Michel Blanc, lui aussi, là, s'est imposé. J'ai trouvé que ça faisait l'étincelle, le duo. Vous avez vu, elle est plus grande que lui. Puis lui, il a l'air tellement ronchon. Mais en même temps, je pense que Michel Blanc, c'est un grand acteur, hein, mais presque comique malgré lui. Quoi, hein. Mais depuis les débuts, il est bronzé, marche à l'ombre, hein, il râle tout le temps dans ses rôles, et c'est lui. Hein. J'ai jamais vu quelqu'un râler comme ça. Mais je le dis avec affection, parce que vraiment, il m'a donné quelque chose. C'est vrai qu'il a donné beaucoup de lui-même dans ce rôle-là. Et elle aussi, et ça, je crois que ça se voit à l'écran. Et puis alors, ils ont eu surtout une affection réciproque très forte. Dès la première rencontre, dès la première lecture, vous savez, j'organise une lecture du scénario pour apprendre à se connaître, tout un après-midi. Alors, on est tous, voilà, moi, le premier, évidemment, j'ai bien le trac, mais Loane avait le trac de rencontrer Michel Blanc. Michel Blanc, finalement, de rencontrer Loane, je ne la connaissait pas. Et j'ai vu assez vite, très vite même, que ça prenait entre eux, hein, qu'elle le chambrait en plus, hein, qu'elle le secouait un peu. Hein. Et ça a été ça, et elle m'a même bien aidé sur le tournage à dédramatiser un peu quand il rouspète un peu trop. Une question. Oui, dites. C'est souvent tout de suite, c'est en haut. Je ne sais pas pourquoi la question. Oui, bonsoir et merci bonsoir, pour votre film. Merci. Il y a un personnage auquel on ne pense pas, mais la voiture, vous l'avez trouvée où? Alors, c'est un personnage, hein, c'est le troisième. Pour moi, il y a vraiment le petit duo. Enfin, il y a beaucoup d'entrées dans le film, hein, mais le petit duo, la voiture, quoi, et que je voulais aussi cabosser que les personnages, quoi, hein, mais vaillantes. Moi, c'est les gens que j'aime, hein, dont je me sens proche, que j'aime filmer. Hein, c'est des gens quand même cabossés, blessés, mais qui avancent. Hein. Et c'est le message du film, vous voyez, grâce à cette rencontre, ils vont se réparer l'un l'autre. Mais alors, cette Twingo, là, la régie l'a achetée à une dame âgée qui ne pouvait plus conduire, mais la voiture était nickel, quoi. Elle a quand même 25 ans, cette voiture, pas un bête, rien, quoi. Hein. Elle nous l'a vendue comme elle aurait vendu un bijou, quoi, enfin, ou quelque chose auquel elle tenait. Elle nous a dit, faites-y bien attention. Bien sûr, on pensait. Et puis nous, comme des brutes, hein, parce que je la voulais cabosser, donc on l'a pliée, cabossée. Je voyais bien une porte d'une autre couleur, enfin, vous voyez, rajoutée. Donc j'espère que cette dame ne verra pas le film, parce que... C'est vrai, mais vous avez raison, hein, ça fait partie du film. Hein. Cette voiture, voilà, c'est ces deux personnages embarqués là-dedans, et qui traversent une ville que j'adore en plus, qui est le Havre. Hein. Et j'aime vraiment cette ville, j'ai aimé filmer cette ville, elle fait partie du film. Le roman se passait là d'ailleurs. Oui. Oui, bonsoir. Donc, merci pour votre film et vous venez de répondre. En fait, je n'ai pas lu le roman et je voulais savoir pourquoi Le Havre. Alors, vous avez répondu. Le roman se passe au Havre, en effet. Je pense que ça participe de l'histoire et du sujet, c'est-à-dire le port, hein, quand même. Hein. La mer et puis l'horizon, le départ possible, l'ailleurs. Enfin, donc il y a quelque chose en plus peut-être hein, dans les villes portuaires. Et puis c'est vrai que ces deux personnages un peu dessinés comme ça, lui comme un personnage de Sampé, vous avez vu avec son imperméable, son petit cartable, qui est le mien d'ailleurs, et elle comme une anglaise un peu, vous savez, un peu punk. Mais il y a ça aussi dans le Nord hein, quand même, hein, des filles comme ça. Et même dans ma famille, enfin voilà, un peu Erin Brockovich. Vous vous souvenez de ce film avec Julia Roberts? J'adore ce genre de filles. Too much, quoi, hein, qu'on voit bien entrer, mais qui finalement sont beaucoup plus
tendres, des voitures tendres que leur apparence le laisse supposer. Et donc je les voyais bien tous les deux dans cette voiture rose traverser cette ville tellement graphique et avec cette architecture de Perret. Ça me semblait bien aller ensemble. C'est vrai qu'il faut surmonter les a priori, parce que même dans l'équipe, ils disent oh là là, wow, t'as pas une autre idée, enfin, on pourrait pas aller à Saint-Tropez, je sais pas où. Et ils ont été bien contents. Vraiment, j'avoue que je suis fan de cette ville. Une joie de la filmer. En plus, il a fait beau tout le temps. On a tourné quand même du 22 août au 30 septembre l'année dernière. Donc, vous voyez, 6 semaines. Il n'a jamais plu. Même quand il pleut dans le film, c'est de la pluie artificielle. On ne dise pas après que la Normandie, c'est pluvieux. Vous savez, quand il se met à pleuvoir avec les essuie-glaces, il y a une grosse cuve au-dessus de la voiture et c'est de la pluie artificielle pour la dominer. Oui, est-ce que vous avez vu autre chose? Oui, moi j'ai vu. Oui. En fait, ça prouve bien qu'on peut faire un très bon film avec, comment dire, sans un petit budget. Ouais, et puis c'est du bon film français. Non, la question c'était qu'est-ce que vous aimez comme cinéma? Oh, moi, vraiment, j'aime le cinéma, quoi, hein, depuis mon adolescence. Hein, c'est la passion de ma vie et j'aime le cinéma, quoi. J'aime pas trop morceler, alors je le disais, là, moi j'aime beaucoup le cinéma fantastique, hein, moi j'aime bien avoir peur au cinéma, donc j'attends l'Exorciste, vous savez, la nouvelle version. Et j'ai toujours aimé ça, quoi. Le plaisir du cinéma, pour moi, est quand même lié à la peur. On est en sécurité, c'est une peur enfantine, hein, mais on plonge dans les films, mais après, hein, je peux voir des films d'arrêt d'essai, puis de temps en temps un gros film américain, enfin, on aime le cinéma, quoi, hein, tous les cinémas. Donc un prochain film sur le thème un peu plus science-fiction peut-être? Ouais, ou La Nonne 3, moi j'aimerais bien, je vais postuler pour faire La Nonne 3. Quoi. Après, vous dites pas d'effets spéciaux, mais quand même, alors je vais vous donner un petit truc de métier. Mais vous voyez, donc Michel Blanc venait de tourner, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a 2 ans, un bon film là, qui s'appelait Docteur, vous savez, où il fait un médecin qui est malade et tout le temps dans le film, dans la voiture. Et il avait tellement souffert d'être en voiture réelle, quoi, dans Paris la nuit en plus, qu'il m'a dit, ah non mais j'adore votre scénario, j'adore votre personnage, mais si c'est en voiture réelle, il y a quand même 12 ou 13 scènes quand même en voiture. Et donc, vous savez, pour tourner une scène de voiture, on la met sur ce qu'on appelle une voiture travelling, donc hein, elle ne roule pas. Et puis, on met la caméra, hein, mais moi je suis derrière au talkie-walkie et c'est pas pratique, quoi. Alors, Michel, tu m'entends? Je suis sur la 2. Hein. Et donc, c'est pas pratique, vous n'avez pas le contact direct. Et comme il ne voulait pas de toute façon tourner en voiture réelle, on a tourné en studio, c'est-à-dire dans un théâtre du Havre, la voiture est sur une scène, hein, elle ne bouge pas évidemment, et tout autour il y a des écrans, hein, c'est ce qu'on appelait autrefois les transparences. Vous savez, chez Hitchcock, vous voyez, hein, Cary Grant qui conduit en parlant avec Kelly comme ça, sans jamais regarder là-haut, derrière on voit bien. Claude Sautet aussi adorait ça. Et là, donc, c'est des écrans qui sont de droite, de gauche, au-dessus, même pour faire les reflets sur le pare-brise. Et on a filmé auparavant, pour chaque scène, on dit, tiens, bah là, cette scène, ça va aller de là, de la place de l'Hôtel de Ville, à, je ne sais pas, le boulevard de la République. Et c'est tourné à telle heure pour avoir telle météo et telle lumière. Et après, donc voilà, c'est agréable parce que Loane, elle a devant elle un écran et elle peut tourner à droite, elle voit le chemin que prend la voiture. Donc c'était vraiment bien pratique. J'espère que ça se sent pas. Hein. Et vous voyez, un film comme Une belle course, je ne sais pas si vous avez vu, de Christian Carion avec Lynn Renaud et Danny Boone, c'était tourné intégralement comme ça. Parce que c'est vrai que même les places de caméra quoi, autour, quand vous êtes en vraie voiture, c'est vite limité. Tandis que là, en studio, on peut se mettre un peu au-dessus, on peut se mettre... Donc vous voyez, c'est un film à effets spéciaux. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de figurants, des personnes du Havre qui ont participé? Oui, bien sûr, mais même des acteurs. Hein. Et puis au tribunal du Havre, on a été vraiment bien reçus. J'ai passé beaucoup de temps pour être au plus juste quand même, hein, dans le dialogue. Hein, je leur ai donné à lire pour voir si c'était juste. Et même les gens, les assesseurs, la greffière, enfin ceux qui sont que des gens du tribunal du Havre, qui avaient bien envie d'y participer. Et donc ils m'ont bien conseillé sur le dialogue, puis des fois je me faisais engueuler, j'ai dit oui alors maintenant on va filmer la plaidoirie du procureur. Non, 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 c'est un réquisitoire. Enfin, engueulé quand même à 60 ans. Et donc j'aime cette plongée, vous avez vu, hein, même la scène avec le jeune prévenu, là, hein, comme ça, qui ment effrontément. Hein, bon, c'est aussi inspiré, vous savez, de Raymond Depardon, les documentaires, et puis mais c'est vrai que moi qui ai vu plein d'après-midi de comparution immédiate, c'est à la fois c'est tragique et comique. Hein. C'est tellement ils nient, enfin ils ont été filmés par 10 caméras,
il y a 3 témoins, c'était pas moi, monsieur. Et c'est vrai c'est un jeune acteur formidable, hein, mais qui a bien retrouvé ce ton quand même hein, de ces jeunes gens. Alors oui, c'est désespérant aussi, parce que justement, on se dit, c'est un peu comme la sœur, mais cette voix quand même dans la délinquance, c'est souvent des garçons de 20 ans qui sont déjà pères, enfin, et déjà, ils ont été des fois violents avec leurs compagnes. Enfin, on se dit, mais quelle rencontre, qu'est-ce qui pourra à un moment donné arrêter cette spirale de la délinquance et du recommencement, qui est quand même une voie, comme pour la sœur, hein. C'est pas une position morale que j'aime, mais c'est quand même une voie désespérée, quoi. Hein. Et c'est vrai que je voulais que Marilyn y échappe, justement, en choisissant quelque chose qui fait qu'elle s'estime elle-même. C'est ça que lui apprend le juge, hein. C'est à s'estimer elle-même. J'ai droit à un destin, et si tiens, ça me plaît, la justice, peut-être que je peux organiser et faire en sorte d'étudier. D'autres collaborations peut-être avec Louane sur d'autres projets futurs? Dans l'absolu, oui, j'aimerais bien, mais ça on ne peut jamais dire, hein. C'est des sujets hein, qui s'imposent, hein, vraiment, on ne peut jamais dire. Moi j'ai fait 3 films avec Benoît Poulvord, vous voyez, hein, que j'aime beaucoup, mais donc, les atomes crochus, pardon. Profession du père. Voilà, Profession du père, le dernier, où c'est un père très violent, très dur, c'est quelque chose que j'avais connu moi. Et puis Isabelle Carré, 3 films aussi, enfin c'est chouette quand on s'entend bien. J'avais fait un film avec Sandrine Bonner, j'aimerais beaucoup la retrouver, mais après les rôles, hein, ça ne vient pas. Donc des acteurs peut-être fétiches avec lesquels... Ceux-là, quoi. Hein. Ouais. Mais vous voyez, après, c'est le plaisir de la découverte, et puis quand même, filmer cette Louane, j'espère que vous l'avez aimé, quoi, hein, dans ce rôle, parce que c'est à la fois confirmation de son talent de la famille Bélier, mais aussi révélation. Et pour elle, le film a été important, je crois, parce qu'elle me dit, c'est la première fois qu'elle prend plaisir vraiment à faire du cinéma, à jouer, parce que jusque-là, elle avait quand même le complexe, vous savez, que le cinéma lui est tombé dessus. Hein. Elle était à The Voice, c'est Eric Lartigue, le réalisateur de la famille Bélier, la voix, boum, elle fait le film, elle est merveilleuse. Elle a un César du meilleur espoir, elle a 17 ans, c'est quand même beaucoup. Et du coup, ça crée quand même un complexe, quand même. Elle dit, j'ai pas fait de cours d'art dramatique, je sais pas jouer, quoi. Et d'habitude, elle travaille toujours avec une coach. Hein. Et donc, la coach était là en préparation, mais j'ai pas voulu qu'elle soit là sur le tournage, la coach, parce que je me disais, ça va créer, vous voyez, quand on tourne une prise, je vais dire couper, elle va se tourner aussi vers sa coach, et vérifier est-ce que c'était bien, est-ce que j'ai bien joué. Et je lui dis, c'est pas l'enjeu, quoi, de bien jouer. L'enjeu, c'est est-ce que j'ai été dans la scène, est-ce que je l'ai vécu vraiment. Et puis vous savez, le mystère du cinéma, mais c'est qu'il faut se laisser filmer. C'est là où ça devient bien. C'est pas du scolaire. Quoi. Donc ça lui a vraiment, je lui ai donné confiance en fait. Oui. Par rapport à Louane, justement, bien sûr, nous on la connaît pas, mais on se fait, personnellement, je me fais l'idée que quand elle joue, comme elle a l'air vraiment très sincère. Et en fait, limite, c'est elle. Mais vraiment, c'est très proche d'elle, hein, quand même. Hein. C'est très proche d'elle, mais pas tout à fait non plus. Vous voyez, c'est ce mystère, mais quand même, c'est très proche d'elle. Hein. C'est ce que j'ai senti à l'écriture hein, et qu'elle a reçu. Mais quand même, voilà, elle est quand même vraiment étonnante, très généreuse, pas décevante sur ça. Hein. C'est vraiment une fille, une vraie bonté, quoi. Hein. Mais qui sait d'où elle vient, quoi. C'est ça, qui l'oublie pas. Et puis, qui est, comme il le dit, enfin, un petit côté, non pas ravi de la crèche, mais moi je dis c'est un rayon de soleil. Oui. Je ne sais pas si vous avez lu un livre de Frédéric Ray qui s'appelait L'énarque et le voyou. Comment vous l'appelez? L'énarque et le voyou. Ah non, je ne connais pas. En 1974. Et quand j'ai vu le film, ça m'a fait penser tout de suite à ce livre où il y avait la subtilité entre un haut fonctionnaire et puis c'est joli. Je vous invite à... L'énarque et le voyou. Ouais, de Frédéric Ray. D'accord. Je vous invite à le lire. Avec plaisir, oui. Voilà. Mais ça m'a fait penser exactement à... Les contraires, comme ça, ouais. Rencontre improbable. Ouais. Mais rencontre qu'elle provoque quand même. Hein. Marilyn, vous avez vu, elle lui court après. C'est une fille à qui on dit toujours attends-moi dehors, mais elle rentre hein, dans la synagogue, elle rentre au palais de justice, elle a quand même ça en elle. Hein. Allez voir, être curieuse, hein. C'est ce que le juge n'arrête pas de lui dire. Hein. Finalement, il ne lui apprend pas des choses, il l'encourage à être curieuse. Hein. Le plus important, c'est le petit message que j'aimerais bien faire passer. Je ne sais pas si le jeune public viendra. Mais quand même faire passer ça, je trouve que c'est tellement désespérant d'entendre même des préados à 12-13 ans dire c'est foutu, quoi. Hein.
d'où je viens, enfin déjà je suis hors scolarité, de toute façon et puis la société ne nous permet rien, ce qui n'est pas vrai, il faut être plus malin qu'elle, se glisser comme ça, mais pas partir avec ce pessimisme, et je vous dis encore, dans lequel j'ai un peu baigné. Encore une fois, c'est pas un reproche à mon père, c'était beaucoup de blessures sociales, mais pas s'interdire les choses. Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Moi, je pense que votre film, il va fonctionner, il devrait marcher. Philippe, le distributeur, il aime bien quand J'avais une petite question, c'est quand vous reprenez comme ça un roman, est-ce que vous devez suivre scrupuleusement l'histoire, le thème, ou vous avez le droit de vous échapper un petit peu, de appuyer sur un message plus important On a le droit, vraiment, et c'est ce que Muriel Magellan sait bien, mais c'est pourquoi elle ne voulait pas l'adapter elle-même, mais elle sait bien que adapter n'est pas illustré, c'est pas ça, c'est un rebond d'une œuvre à l'autre. Et puis il faut être fidèle au message, tout ce que je vous dis, et c'est dans le livre. Muriel Magellan vient aussi d'un milieu très modeste, ses parents encore plus, et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on est pris, elle, du rêve d'écrire, d'être romancière. C'est pas rien, on peut, c'est le titre de son livre, changer le sens des rivières, qui vient d'une chanson d'Alain Souchon, La beauté de la bagardière. Et donc, bien sûr, on doit changer les choses, bien sûr. Non, parce que dans le film, il y a plusieurs messages finalement, donc on peut insister, appuyer sur le thème. Mais c'est surtout une différence de ton. Le roman est un peu plus, pas sombre quand même, mais quand même un peu plus dur. Le père, par exemple, est beaucoup plus dur dans le livre, le père de Marie-Line est beaucoup plus dur, et moi, alors j'ai du mal, je ne sais pas faire les méchants, donc moi j'essaie toujours de sauver tout le monde. Et donc, j'aime cet acteur, vous avez vu Philippe Robot, et toujours voir l'humanité derrière la souffrance quand même. C'est quand même tous des gens souffrants, blessés, comme tout le monde, mais voir quand même, surtout, essayer de ne pas caricaturer. Et c'est vrai que c'est un merveilleux acteur, ce Philippe Robot, qui était déjà dans Une famille à louer, que j'avais fait avec Boulevard des Virginie et Fira, et qui est lui aussi d'ailleurs, au début il ne pensait pas du tout être acteur, il était dans la régie, et puis ça s'est fait par les hasards de la vie, mais il est chouette parce qu'il n'a aucun sens, vous voyez, on lui met un vieux survêt, il dit pas, t'es sûr, tout ça, il n'a pas le souci de son image. Et j'adore, je ne sais pas vous, quand il regarde enfin Jules et Jim, la façon dont il la regarde, c'est merveilleux, genre épaté quand même. Mademoiselle Cervelle, en plus on voit que cette fille est intelligente, qu'elle est brillante à l'école, mais finalement c'est une aidante, c'est ce qu'on appelle des aidants, c'est 11 millions de personnes en France qui doivent s'occuper d'un proche, et donc elle ne se plaint jamais, elle a quand même du caractère, mais elle a quand même dû arrêter ses études pour ça, et elle sait quand même se libérer du chantage affectif du père quand il dit si tu pars je me flingue, elle sait surmonter ça, il faut savoir partir comme. Elle sait dire non à Victor Belmondo, Alexandre, quand il lui dit « Et si je te demandais de rester avec moi ?» Parce que lui n'a pas cette audace qu'elle a de partir, de réaliser son rêve. Et donc elle sait quand même, ne le demande pas surtout, elle sait s'émanciper quand même, cette jeune femme. Donc oui, on peut changer les choses. Après, Muriel Magellan a vu le film, et ça va, elle s'y retrouve. Mais vous voyez, c'est des équivalences. Adapter n'est pas copier, illustrer. Mais quand même, par rapport au travail, quand je fais un scénario original, où il y a tout à inventer, c'est différent. Mais c'est peut-être, oui, quand même, le livre, on y revient toujours. Quand même. Mais quand j'ai fait L'Homme qui rit d'après Victor Hugo, et c'est 900 pages, L'Homme qui rit, je ne vais pas faire une série, on ne peut pas tout faire de Victor Hugo, donc il faut avoir un parti pris. Mais lui, il ne m'a pas du tout embêté, il était très content. J'ai pas eu, dans les romans qu'il a adaptés, d'écrivains vivants ou d'écrivaines vivantes, ça peut arriver, des fois vous savez, Stephen King, Shining, quand même, un livre génial, mais a détesté la version de Stanley Kubrick, qui est pour moi un film génial, quoi. Mais c'est vrai que c'est très différent dans le livre. Stephen King, pour lui, ce qui était important, c'était l'alcoolisme du personnage de Jack Nicholson, c'était l'alcoolisme dont Stephen King souffrait, quoi, à ce moment-là. Et Kubrick n'a pas du tout traité ça sous l'angle de l'alcoolisme. Il s'est senti trahi, il l'a même refait à la télé, mais en moins bien. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez évoquer? De quoi on n'a pas parlé? La voiture. Une des scènes, alors, vous voyez, bon, on va raconter si ça vous fait pas trop d'argent, ça va. Mais j'aime bien partager, quoi. C'est vrai qu'avec les acteurs, des fois, par exemple, une scène, encore une fois, ça n'a pas été difficile. Mais des fois, il ne faut pas avoir peur comme metteur en scène de les bousculer, et puis des fois les acteurs, plus les acteurs que les actrices d'ailleurs, vous cherchent un peu, quoi, et quand même ils vous testent un peu, quoi.
J'ai eu ça avec tous les garçons, beaucoup plus que les filles. Tous, Poulvord, Depardieu, ils vous testent quand même. Est-ce que vraiment tu veux ce que je vais te donner? Parce que je demande des choses un peu intimes, hein, quand même, hein, de se mettre à nu. Et des fois, c'est des résistances. Vous savez, la scène du bar à la fin, hein, où ils sont tous les deux comme ça, et où elle lui dit qu'elle va partir sur un cargo, et puis à la fin, elle lui demande si le bébé qu'il a perdu, c'est un garçon ou une fille. Et je sais pas, il me l'a joué, vous savez, absolument comme une scène de comédie, tac au tac, aucun silence, quoi. Et donc, c'était pas mal, quoi, mais vous voyez, si c'est juste pour faire le dialogue, bof, tout ça, et donc je leur dis au bout de 2 prises, c'est bien, je suis toujours positif, mais c'est bien, mais on va faire, je vous propose de faire des silences, quoi. La scène, elle vaut sur le flottement, en fait, hein. C'est pas juste le dialogue, c'est ce qu'il y a entre les mots. Et Michel Blanc qui me dit, bah, si tu veux faire chier ton public, on va te les faire, tes silences. C'est quand même pas encourageant. Et Loane, un peu traîtresse, qui dit, oh, bah oui, non, il a raison, Michel, pourquoi tu veux faire embêter tout le monde et tout avec des silences? Mais bon, donc là, il faut imposer. Vous allez m'en faire une avec les silences, et puis justement, ça flotte. Et Michel Blanc, de bonne foi quand même, a reconnu que c'était le sel de la scène, c'est ça, c'est que ça flotte, c'est pas tellement ce qui se dit, c'est l'émotion entre, c'est ce qu'on filme, hein, quand même. Hein. Mais des fois, ça résiste un peu. C'est comme quand on a fait la chanson magnifique de Julien Clerc, là, Les Séparés, vous savez, c'est un poème de Marceline Desbordes-Valmore, une poétesse du 18e, magnifique chanson sur le deuil. Et donc, je leur fais écouter la chanson, j'aurais dû le faire en préparation, mais là, juste avant de tourner la scène, sur le studio, donc hein, on met la chanson à fond, c'est une chanson qui m'émeut beaucoup sur le deuil, hein, ça évoque tous les deuils qu'on a pu avoir. Et j'entends donc Michel Blanc qui dit, bon, bah, alors moi, je déteste Julien Clerc. Et Loane, traîtresse à nouveau, qui dit, bah, moi j'aime pas les chanteurs à voix de tête et tout, et c'est quoi ces paroles, on n'y comprend rien, tout ça. Et donc là, je les ai quand même engueulés en disant, vous me respectez pas, j'ai choisi cette chanson, elle fait partie de la scène, c'est un vrai choix de ma part, elle dit beaucoup, moi elle m'émeut, vous n'avez pas à vous moquer de mon émotion et tout ça, donc il l'a ramené moins. Et je crois que c'est pour ça que Michel Blanc a un peu secoué quand même, il était hyper émouvant dans la scène. Alors je dis pas qu'il faut les molester, hein, les acteurs, je suis pas Maurice Pialat, mais de temps en temps, il ne faut pas avoir peur de demander un peu les choses. Jean-Claude Duss. C'est Jean-Claude Duss, de toute façon. Ah non, mais il a ça en lui. Vraiment, encore une fois, je le dis avec admiration et affection. Mais c'en est drôle, par exemple, la scène avec le chien. Et franchement, j'ai l'impression de tourner une scène de cascade, hein, quand même. Hein. On a eu du mal. Elle était prévue, vous savez, on prévoit tout. Avant, on dit, bah, ça, on le tourne en 3 heures. Ça a duré 5 heures, parce qu'il détestait ce chien. Contrairement à moi qui adore les chiens. Et il râlait, et il n'arrêtait pas de couper. Non mais coupe Jean-Pierre, je ne peux pas jouer avec un chien qui pue de la gueule dans mon cou. Et donc, vous voyez, faut bien garder la concentration. Et là, Loane m'a plutôt aidé à dire, mais il est mignon comme tout. Après, je reconnais que c'est un peu dégoûtant, vous savez, parce que pour que le chien respire entre les deux, on frotte des croquettes sur les vêtements des acteurs. Je reconnais que ça sent pas bon. Comment avoir l'émotion dans ce cadre-là? Est-ce que vous avez encore une intervention, une question? Non? Juste pour dire que même la scène finale, comme vous l'avez dit, Loane elle est plus grande que Michel Blanc. Oh, oui. Donc c'est vrai qu'on voit une différence de stature, alors que finalement ils se sont protégés mutuellement. Exactement. Ils ont énormément pour initier ce qu'elle va devenir. Exactement. Ce qui est très beau aussi, c'est qu'on voit aussi la réserve quand elle le prend dans les bras. Oh là. Il garde les bras le long du corps et finalement, au bout d'un moment, se laisse enfin aller à la série contre lui. C'est plus beau, je trouve. C'était vraiment joli, hein, c'est une image. Mais là aussi, par exemple, mais on fait avec ce que sont les gens. Loane, bon, elle le dit, hein, je peux le révéler, donc c'est grande phobique, on peut jamais, il ne faut pas la toucher, il faut pas faire la bise, enfin, elle est phobique du toucher, quoi. Hein. Et serrer Michel Blanc dans les bras, j'ai l'impression de faire une scène d'Indiana Jones, quoi. Enfin, j'y arrive pas, je peux pas, ça m'angoisse, et tout ça. Mais je dis, mais quand même, c'est moi qui prenais Michel Blanc dans les bras, enfin, il m'arrive là. Et donc c'était difficile, mais lui, du coup, ça lui a créé aussi une timidité, et comme ça qui est jolie, il ne savait pas trop s'il fallait la toucher. Mais il faut faire avec ce qu'ils sont, quoi. Et vraiment, encore une fois, c'est normal, hein, c'est joli. Hein. Mais c'est quand même des grands phobiques, hein, tous les deux. Et quand vous allez au cinéma, vous faites embarquer dans l'histoire? Ah oui. Ou vous êtes, comment dire, trop professionnel? Ah non, alors ça, c'est une chance. Hein. Moi, je suis vraiment bon public. Hein. Ouais. Aux films qui foutent la trouille, aux comédies, enfin... Je suis le premier client, j'aime bien les films émouvants. Enfin, je sais pas, sur la route de Madison, dès que je vois arriver à la camionnette, je pleure. Hein, donc, oui,
moi, je suis très bon public. Hein. Je suis pas. Alors, des fois, ça peut être une émotion aussi de voir une belle mise en scène. Enfin, je sais pas, vous voyez, je sais pas, Brian De Palma, vous dites, c'est beau quand même à voir, hein, quand même, Les Incorruptibles, c'est quand même la mise en scène, c'est une émotion esthétique aussi, hein, quand même. Donc, un très bon public. Vraiment, hein. On va les dire, Évreux, hein, c'est le public, hein, Philippe qui connaît bien, qui est venu souvent avec Luc Besson ici, public cinéphile, bravo, Évreux. En tout cas, ça m'a fait plaisir cet échange. Hein. Ah, bah vous aussi, bravo. Alors, hein, pardon, hein, mais merci. Merci.